Dans la tête d'un cycliste original, l'apport du cyclocross et du gravel pour le vélo de route. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau phénomène, un phénomène fascinant. Dans la pratique du cyclisme sur route, de plus en plus de pratiquants pratiquent différentes disciplines. Le gravel, le cyclocross, le VTT cross-country même des fois. On va essayer d'analyser tout ça et ce que ça va vraiment apporter sur la performance. C'est Jimmy Turgis sur Dans la tête d'un cycliste. Salut Jimmy, comment ça va ? Très bien. Bon, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. On va parler de cette partie multidiscipline, multipratique. Il y a vraiment un univers qui est très large. La première question que j'ai envie de te poser, avec ton passé aussi de cycliste professionnel, tu as différentes casquettes, on te reçoit aussi pour le coach, avec cet aspect vraiment performance haut niveau. Mais vraiment, en tant qu'athlète, est-ce que toi, tu as pratiqué que le cyclisme sur route ? Non, j'étais un adepte du cyclocross, moi, donc ça se pratique l'hiver, ça ressemble un peu à du VTT, mais avec un vélo plutôt typé route, course. Donc j'adorais ça, c'était en plus un truc très familial. Mon grand-père faisait déjà du cyclocross, donc c'était vraiment un peu l'héritage de la famille de faire du cyclocross. Donc beaucoup de cyclocross, beaucoup de route forcément. Et après, j'avais testé aussi un petit peu quand j'étais plus jeune, un peu de VTT et un peu de piste. Qu'on remette un peu de base sur toutes ces notions, toutes ces pratiques. On a vraiment le cyclisme sur route qu'on connaît un petit peu tous, avec ses courses en ligne, les pelotons, les étapes, le fameux Tour de France aussi qu'on connaît. Si tu devais expliquer à des gens qui ne connaissent pas trop le vélo, c'est quoi finalement cette pratique du cyclocross ? Alors, le cyclocross, c'est l'hiver, du coup ça s'étend de septembre à février, la saison à peu près. Et c'est dans les sous-bois principalement, dans de l'herbe. Et c'est quelque chose qui s'apparente au VTT, mais quand même en beaucoup moins technique. Il y a beaucoup moins de descente à brut, beaucoup moins de cailloux. C'est vraiment des courses qui peuvent aller assez vite, qui ont une durée par contre très courte. Chez la catégorie élite, c'est un cross qui dure un petit peu plus d'une heure. Okay. Donc c'est vraiment très intense, c'est vraiment une heure quasiment full gaz. Hein. Et par contre, ça reste beaucoup plus technique que la route. Hein. Il y a des passages d'obstacles à franchir à vélo ou à pied, des montées très raides à passer à vélo ou à pied si c'est trop raide. Donc c'est un peu un mélange de VTT et de route, quoi. On a des athlètes qui viennent de là. J'ai des noms en tête, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert. On va essayer de comprendre un petit peu, parce que c'est quand même des athlètes qui ont un palmarès et des performances en cyclisme sur route qui sont vraiment très impressionnants. Un autre nom que j'ai en tête, c'est Tom Pidcock. Lui, il pratique aussi le VTT. C'est quoi la différence entre du cyclocross et du VTT ? Ça se rapproche un peu d'ailleurs. Tom Pidcock est aussi excellent en cyclocross. On voit Van Der Poel aussi qui se met un peu plus au VTT maintenant. Mais c'est des pratiques qui se ressemblent. C'est très technique, très physique. Il y a des efforts très violents à fournir pour franchir les montées notamment. Technique vraiment très intense en VTT notamment, où il y a parfois des passages en pierre, des rondins, des virages surélevés. Ça, on le retrouve moins en cyclocross. En cyclocross, on est vraiment plus sur un terrain qui s'apparente un peu au gravel pour ceux qui connaissent, mais on prend aussi des chemins en herbe, des montées. Les montées ressemblent un peu à celles du VTT, très raides, mais plutôt très courtes, et des descentes courtes et rapides, plutôt le VTT là très technique et beaucoup de singles, beaucoup de sauts, etc. qu'on ne retrouve pas en cyclocross. Tu as utilisé le terme gravel, et là on se dit, mais il y a combien de pratiques du cyclisme ? C'est aussi notre ambition et notre vision en tant que média dans la tête d'un cycliste de prôner un petit peu ce que c'est la pratique du vélo sous tous ses angles, de partir vraiment à l'extérieur. Tu parles du gravel et d'un athlète que j'ai en tête, par exemple Christophe Laporte, qu'on avait reçu aussi sur ce podcast, qui lui utilise cette pratique-là, le gravel, dans son entraînement, sur des sorties d'endurance. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu cette pratique, comment elle émerge ? Est-ce que tu l'as vu émerger récemment ou ça fait quelques années maintenant ? C'est quand même assez récent et c'est vrai que ça progresse de manière fulgurante. Il y a maintenant des championnats du monde qui sont organisés. C'est un peu dévié du cyclocross route, quoi. C'est un mix entre les deux. On prend des chemins, donc c'est plutôt des chemins en gravier ou des chemins en terre. C'est assez roulant. On ne cherche pas spécialement du dénivelé à tout prix quand on fait du gravel. Et c'était un bon moyen aussi de faire du vélo taf. Parfois emprunter des petits chemins qui contournent des petits villages, etc. pour rester vraiment très en sécurité. Donc c'est une pratique qui se répand beaucoup et que les professionnels utilisent, oui, en complémentarité. Parce que ça permet de changer de paysage, de prendre des nouveaux chemins, des nouvelles routes d'entraînement.
Donc c'est un bon mélange pour faire de l'endurance. Il a entièrement raison, Christophe, c'est un bon moyen de pouvoir faire de l'endurance de manière beaucoup plus ludique. Avant qu'on rentre au cœur de ces pratiques, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off avec les équipes dans le studio avant d'enregistrer ce podcast. C'est vrai que toutes ces pratiques demandent des vélos différents et un garage très complet avec vraiment une polyvalence assez conséquente sur les vélos. Est-ce que toutes ces pratiques demandent vraiment un vélo spécifique ou certaines pratiques peuvent se rejoindre avec la même pratique, avec le même vélo, pardon? Non, pour la plupart, c'est un vélo spécifique. Alors, je dirais que le vélo de cyclocross peut servir de vélo de gravel éventuellement, mais quand même, le vélo de gravel est un peu plus confort. Donc, ouais, chaque discipline nécessite un vélo particulier. Soit on est encadré dans un team pro, et là, on peut avoir des vélos mis à disposition. Mais c'est vrai que on achète un vélo pour chaque discipline, ça peut vite avoir un certain coût. Surtout qu'en cyclocross, par exemple, quand on pratique la compétition, il ne faut pas un vélo, mais il en faut 2 ou 3 parce qu'il faut un vélo de rechange. Parce qu'on a le droit c'est presque un peu comme une Formule 1. En fait, il y a des stands et si le vélo est trop rempli de boue, on a le droit de changer de vélo pendant la course. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on voit régulièrement, si on regarde du cyclocross, des athlètes qui rentrent dans un stand, qui font à vitesse grand V un changement de vélo et qui repartent avec un vélo propre. Donc, ça nécessite quand même pas mal de moyens. Ouais, c'est vrai qu'on imagine le garage ou ceux qui vivent en appartement, des pièces un petit peu remplies. L'objectif de ce podcast, c'est d'observer ce phénomène de très près, de comprendre aussi un petit peu l'évolution du coureur moderne, parce qu'on pourra parler même, on pourra aller plus loin que ces multipratiques, mais même de course à pied. Je pense à Mathieu Van Der Poel qui très récemment nous a partagé une séance en course à pied et il a fait son record sur 10 km à des allures assez impressionnantes. Donc on pourra, si on a le temps, parler aussi de tous ces aspects-là. Mais j'ai quand même l'impression que le profil du coureur cycliste moderne, il est en train de changer. Est-ce que tu me rejoins sur cet aspect-là ? Ouais, entièrement. En fait, c'est vrai qu'en plus, les coureurs passent maintenant pro et sont professionnels dans leur démarche de plus en plus tôt. Et je pense que c'est un bon exutoire de pouvoir pratiquer d'autres disciplines. Donc, je pense que Van Der Poel est le Van Der Poel d'aujourd'hui parce que jeune, en fait, il a touché un peu à tout et que ça n'a pas été tout de suite focus route et ça n'a pas été une surcharge de faire que de la route. Ça lui permettait de toucher à d'autres disciplines, faire des intensités de manière ludique, faire des entraînements de manière ludique. Et je pense qu'il y trouve une certaine fraîcheur mentale à l'heure actuelle grâce à ça. Parce que pour toi, l'apport d'une telle pratique, c'est quoi ? C'est technique, c'est exclusivement physique sur ce côté je ralentis, j'accélère, ce côté vraiment très puncher, limite PMA finalement. C'est un équilibre de tout ça, c'est quoi un petit peu l'aspect ? Oui, c'est un ensemble de choses. Je pense que si on prend toutes les disciplines, elles bossent le physique de manière différente. Sur du VTT, sur du cyclocross, on va être sur des efforts très courts, très violents et répétés X fois par tour. Donc c'est vraiment très intense. Et à l'inverse, c'est sur des durées très courtes comparé à la route qui peuvent durer 5-6 heures les étapes. Donc c'est vraiment des profils différents sur l'approche physique. Sur l'approche mentale, on l'a dit, ça permet d'être en hiver, d'aller faire des sorties très intenses. C'est plus ludique de les faire en sous-bois que d'être sur la route avec de la neige, etc. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. En fait, ça apporte sur chaque aspect, je dirais, le mental, le physique, un peu le rendu ludique du vélo. Donc c'est vraiment un apport complet. Si on prend l'exemple du cyclisme sur route, il y a des profils qui sont faits, entre guillemets, pour gagner le Tour de France, de par ses cols, ses étapes qui sont très longues, l'accumulation aussi des jours, la bonne équipe, toute la stratégie reliée à ça. Dans le cyclocross, est-ce qu'il y a des profils particuliers ? C'est vrai qu'un Mathieu Van Der Poel, c'est quand même des profils qui sont très imposants. Un Wout van Aert, c'est un petit peu pareil. Est-ce qu'il y a cette dynamique-là ? Et si demain, on voit arriver un Pogacar sur du cyclocross, c'est quoi un petit peu les notions qu'on peut retrouver En cyclocross, il y a une part d'équipe, mais qui est quand même un petit peu plus faible. Ça reste quand même vraiment un truc très individuel. Donc après, on peut se retrouver avec des coéquipiers. Il y a un petit jeu de stratégie qui se met en place. Mais c'est quand même tellement intense que chacun se retrouve à sa place physique et technique. La technique est très importante. Donc celui-là qui a un petit manque technique va vite le faire ressentir et va reculer. Et c'est vraiment une discipline très intense. Et c'est vraiment différent de la route où il faut vraiment cette notion d'endurance. Et on peut retrouver d'excellents cyclocrossman qui ne sont pas forcément d'excellents routiers. Ça, c'est quand on est vraiment adepte de la discipline, on peut prendre des classements. Je pense que là, en citant le top 10 mondial, il y a beaucoup de coureurs qui ne sont pas à haut niveau sur route en tout cas, ou qui ne le pratiquent pas dans une équipe World Tour. Ouais, donc c'est vraiment la partie
technique, tu penses, qui fait la Ouais, différence? il y a une grosse partie technique et on le voit, hein, des fois, il y a des routiers en termes de préparation qui viennent en cyclocross pour bosser leurs intensités. Justement, des routiers qui seraient devenus, on dit, un peu diesel, qui auraient du mal à ces changements de rythme. Ils se disent, je vais faire un peu de cross pour le bosser. Et là, on le voit que physiquement, ils sont censés être au-dessus un bon nombre de participants. Mais malgré tout, ils pêchent tellement techniquement qu'ils se retrouvent derrière. Donc là, en cyclocross, le physique ne fait pas tout. Il y a une grande part de technique aussi. Ouais. Là, tu nous partages que certains de ces athlètes viennent justement dans un but de préparation pour la saison. C'est quoi un petit peu l'avantage ultime, les avantages qui se cachent de l'intégrer directement dans la planification de l'entraînement? C'est qu'on va bosser en termes d'intensité, quelque chose qu'on ne pourrait pas bosser à l'entraînement sur route. Concrètement, quand on analyse les fréquences cardiaques, c'est 1 heure à FC quasiment max. Ah ouais. Donc c'est vraiment impressionnant en cyclocross. Sur les changements de rythme, il y a énormément de travail sur la filière lactique et alactique. Donc en fait, on fait beaucoup d'intermittents, beaucoup de relances courtes. Il y a un gros travail de force aussi. Quand il y a de la boue, on est sur des cadences très basses pour monter des côtes. Donc il y a vraiment un travail très complet, très physique. Donc si on arrive à coupler ça dans une préparation à laquelle on ajoute, comme le fait très bien les exemples que tu as cités, un bon socle d'endurance sur le reste de la saison ou en amont, on obtient vraiment un travail hyper complet. Et cette notion-là, comment, tu vois, les efforts, je suis assez impressionné par ce que tu me dis, une FC max pratiquement pendant 1 heure. Comment ça se traduit ensuite sur la pratique du cyclisme sur route, ces forces-là qu'on vient chercher à l'entraînement et dans une pratique comme ça? Oui, c'est vrai que la FC, quand je dis AFC max, c'est proche de FC max, évidemment, il ne va pas rester 1 heure sur un plafond comme ça, mais en tout cas, il est très proche et les efforts s'enchaînent tellement vite qu'il a peu le temps de redescendre. Donc quand on analyse les courbes, on a vraiment un plateau de FC qui est hyper haut. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur le plan cardio, sur le plan physique, on l'a dit. Et sur route, on peut retrouver des efforts parfois niveau cardio un peu similaires en chrono où rapidement le coureur va se lancer, va monter progressivement à FC avant de stabiliser sur une FC qui est très haute. Et ça peut ressembler un petit peu à ça quand on analyse des courbes, effectivement. L'inconvénient de cette pratique, est-ce qu'il y en a un? Est-ce que finalement, il y a un risque de chute qui est beaucoup plus conséquent, qui va avoir un impact ensuite sur le reste de la saison? Est-ce que c'est des choses qui font partie, quoi qu'il arrive, du métier et on ne le prend pas en compte? Est-ce qu'il y a des inconvénients à intégrer du cyclocross ou autres pratiques en saison basse pour le cycliste? Oui, il y en a deux. C'est vrai qu'il y a la possibilité de chute. Donc en cyclocross, ça arrive souvent de chuter. Vu que c'est dans l'herbe, il n'y a pas forcément de grosses casses, mais bon, ça peut quand même arriver dans des descentes de se faire une clavicule, des choses comme ça. Donc c'est un paramètre à prendre en compte. Et c'est aussi, j'ai dit que ça durait de septembre à février. Donc si on fait la saison à fond, qu'on fait que ça laisse très peu de temps pour en fait se préparer à la saison sur route. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver. S'en servir pour bosser les intensités, c'est une bonne chose, je pense. Mais faire toute la saison de cross à fond et ensuite toute la saison de route à fond, ça serait pas possible. On manquerait cruellement d'un travail sur la filière endurance, aérobie, en pratiquant le cyclocross. On bosserait très bien les intensités, mais on délaisserait trop cette filière-là. Aujourd'hui, on voit que le monde professionnel évolue. Comme on le disait en introduction, le cycliste aussi moderne est en train d'évoluer. J'irais te challenger sur toi, comment tu l'intègres justement dans la préparation de tes athlètes aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aux amateurs, aux amatrices qui aimeraient découvrir cette pratique, d'aller l'intégrer en période basse, ou alors pour les amateurs, ça a quand même une utilité plutôt moindre? Non, je le conseillerais parce que ça permet de travailler beaucoup d'éléments. On l'a dit sur l'aspect technique, sur l'aspect notion des trajectoires aussi, c'est intéressant en cyclocross. Et sur l'aspect physique, ça permet de bosser sur des intensités, encore une fois de manière ludique. On n'est pas le nez sur le compteur à se dire il faut que je fasse 15 secondes de relance, 15 secondes de récup. Ça fait bosser. C'est juste qu'il faut vraiment bien l'encadrer, qu'il faut vraiment bien le calibrer et bien le programmer en fonction de la saison qu'on prépare. Si on prépare la saison sur route, là on le voit par exemple, Van Der Poel, il va reprendre que mi-décembre, à peu près la saison de cyclocross pour faire les derniers cyclocross, car avant il sait qu'il doit passer par une grosse phase où il bosse à base aéro, faire des longues sorties, et après pour bosser les intensités à l'approche des courses, là il passe au cyclocross. Tu parles de cette planification. Toi aujourd'hui, c'est quelque chose que tu mets en place avec tes athlètes ou pas, justement d'aller faire quelques courses de cyclocross? Oui, en tout cas, pour ceux qui aiment le cyclocross et qui ont envie d'en faire, moi aussi, je les encourage à garder cette discipline en prépa. Donc, bien sûr, après, on est focus plutôt route. Donc là, on va couper après la saison de route. Donc, ça fait couper assez tard. On va reprendre, remettre les choses en place à l'entraînement. Mais encore une fois, ça va coller à peu près à ce que fait Mathieu Van Der Poel. Ça veut dire coupure, reprise progressive. Et en fin de prépa, avant les courses, arriver sur des intensités. Et là, du coup, inclure les cyclocross
Moi, ça me semble hyper important. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment un équilibre des deux. Toi, tu dis que c'est vraiment un souhait de l'athlète dans la priorité. Ensuite, toi, tu l'emmènes vers ce cycle-là. Est-ce que c'est un cycle on va dire en plusieurs phases, ou alors la première course en cyclocross, ça représente un petit peu l'effort que tu me donnais, 1 heure d'effort, ou alors il y a différentes courses et on monte un petit peu en puissance, j'ai envie de dire, au fur et à mesure de la saison? Chez les jeunes, c'est un peu plus court. Hein. En fait, le temps, c'est en fonction de la catégorie d'âge. Donc, il y a des courses de 40 minutes, 50 minutes et 1 heure pour les élites. Donc ça monte en intensité et en durée, pardon. L'intensité reste la même. Par contre, c'est tout le temps, c'est vrai, une course très intense. Et en fait, c'est plus l'aspect technique au début qui va pêcher un peu. C'est-à-dire que le gars, il va couper, le coureur va couper, il va reprendre sa phase sur route, foncier, etc. Quand il va arriver sur son premier cross, généralement, il va tout de suite sentir, tiens, je vire pas très vite comparé aux autres, ou j'ai fait des erreurs techniques, j'ai déchaussé, j'ai dû mettre pied à terre. Et ça, par contre, ça va progresser au fur et à mesure des cyclocross. Et après, sur l'aspect physique, forcément, il va reprendre les intensités. Donc, de course en course, il est censé progresser aussi assez vite sur cette fin de saison de cyclocross. Ouais. J'ai l'impression que finalement, on a dans la tête d'un cycliste, mais aussi dans la tête d'un coureur. J'ai l'impression que ça se rejoint pas mal avec la partie course à pied, où il y a toute cette période hivernale, un petit peu de cross, où là encore ce week-end, il y avait des grosses épreuves de cross qui ont lieu, et un petit peu tous les athlètes vont se mesurer. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même objectif. Est-ce que tu penses que, parce que le cross a quand même évolué au fur et à mesure des années en course à pied, est-ce que tu penses que demain, on verra de plus en plus de cyclistes professionnels qu'on voit sur la route sur ces épreuves-là de cyclocross? Oui, je pense qu'en plus, il y a des tendances. Et là, c'est vrai que avec le phénomène Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock qui viennent du cyclocross, ça va forcément inciter un maximum de coureurs. Alors, on se dit, si eux, ils y arrivent et qu'ils en tirent des bénéfices, nous aussi, on va tester ça. Et les jeunes le pratiquent beaucoup. Ils le délaissent un peu après pour se focus sur la route. Et du coup, je pense que ça va inciter aussi beaucoup de jeunes à se dire, non, je vais quand même garder un fond de cyclocross parce qu'eux y arrivent. Donc, si je le mets bien en place, je peux y réussir aussi. Et donc, je pense qu'on arrive sur une période où il y aura quand même pas mal de crossman. Et on le voit, hein, il y a des jeunes comme Thibaut Nice qui viennent du cyclocross aussi, donc qui vont être performants en cyclocross et qui vont vite basculer en très bons coursiers sur la route. Ouais. Si on prend l'exemple d'une grande tête d'affiche, je voulais faire un focus sur lui. On ne peut pas faire un épisode sans parler de Mathieu Van Der Poel, comme tu le dis. C'est un peu le symbole du coureur moderne, complet, aussi instinctif comme on peut le voir, et spectaculaire aussi comme on l'aime. Qu'est-ce qui fait pour toi un petit peu ces traits de caractère et ce côté assez exceptionnel qu'on retrouve chez Mathieu? Je pense que c'est un ensemble de choses. Déjà, il a une part de génétique. Je pense qu'il le prédestine à être très performant sur le lot notamment. Et ensuite, il a tout ce qu'il a mis en place depuis tout petit. Il a pratiqué le cyclocross depuis tout petit. Son papa était un excellent cyclocrossman. Donc, il a eu une rivalité très forte avec Wout van Aert. Les deux se sont tirés vers le haut aussi depuis tout petit. Un coup l'un, un coup l'autre. Donc, je pense que ça les a aidés aussi à se développer, à toujours se surpasser. Et il a cette fraîcheur mentale parce que voilà, lui, l'hiver, c'était un jeu. C'était d'aller faire du cyclocross, de gagner des cyclocross. Ensuite, il basculait sur route. Il faisait un peu de VTT toujours pour s'amuser. Et je pense qu'il a réussi à associer parfaitement cette notion de plaisir, de travail, de progression, d'adversité. Je pense qu'il est vraiment dans un raisonnement très intéressant et qui lui donne raison, puisqu'à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs cyclistes au monde. Ouais. On le voit même désormais courir en basse saison. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi un petit peu évoluer au fur et à mesure de l'évolution, j'ai envie de dire, des cyclistes, dans le sens où, par exemple, on avait reçu aussi Julien Absalon sur le podcast et qui me disait... il y a 20 ans, courir à côté de ma pratique de cycliste, c'était très mal vu. Un cycliste, ça va rouler, ça fait du vélo et c'est tout. Alors que désormais, lui, avec du recul, il l'intégrerait vraiment dans sa pratique, dans l'entraînement. Est-ce que là, l'exemple de Mathieu, qui certes nous fait un 10 km et une performance énorme, mais on remarque qu'il fait quand même pas mal d'entraînement au quotidien en course à pied en basse saison. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois aussi évoluer dans le cyclisme? Oui, j'avais trouvé l'intervention de Julien très intéressante. C'est vrai que je partage entièrement son analyse qu'à une époque, on était vraiment route, t'es routier, tu focuses sur le vélo, t'es VTTiste, etc. Que maintenant, on arrive à comprendre l'intérêt de croiser des sports. Là, on prend l'exemple de la course à pied. C'est un parfait exemple. Il y a beaucoup de coureurs qui font de la course à pied en basse saison pour se remettre justement dans une dynamique d'athlète. Donc, il l'arrête un peu après pendant la saison. Mathieu, lui, il a continué un petit peu plus. Il y a toujours ces petits risques de blessures à prendre en compte. Mais quelqu'un qui aime courir, c'est très intéressant. Comme je recommande parfois aussi d'aller faire de la natation pour ceux qui aiment bien nager. C'est un super travail sur le plan cardio-respiratoire. C'est aussi ludique. C'est un sport qui est très porté. La natation, tu es dans l'eau. Il n'y a pas trop de risques de blessures, logiquement. Donc, croiser des sports comme ça a vraiment un intérêt pour l'athlète.
Et je le recommande parce qu'encore une fois, sur le plan psycho, ça permet de voir autre chose. Et ça permet, voilà, quand tu vas faire 1 heure de natation ou 40 minutes de course à pied, tu bosses quand même à une certaine intensité. Tu es à ta limite de ton seuil endurance. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose du coup qui vient être complémentaire à ce que tu fais sur route, quoi. Tu as parlé d'entraînement croisé avec cette partie course à pied, cette partie natation. Est-ce que tu considères que faire une autre pratique que le cyclisme sur route quand on est vraiment un cycliste pur et dur, c'est de l'entraînement croisé, par exemple, de faire du VTT, de faire du gravel ou de faire justement du cyclocross, ou alors c'est vraiment la même pratique? C'est quoi un petit peu ton analyse là-dessus? Non, je dirais que ça ressemble quand même à de l'entraînement croisé parce que c'est vraiment des disciplines qui sont hyper spécifiques. C'est pour ça qu'on voit, il y a des champions du monde cross qu'on ne retrouve pas sur route, il y a des champions du monde gravel qu'on ne retrouve pas spécialement aussi parfois sur route, ou en tout cas des très bons athlètes. Donc c'est vraiment des disciplines qui ont voilà, leur spécificité. Donc c'est vrai que c'est presque des sports croisés en fait, parce qu'il y en a une qui va énormément bosser l'aspect technique, donc ça va venir complémenter l'aspect route où on le bosse un peu moins. Et la route, à l'inverse, peut aussi avoir cette complémentarité de se dire on bosse beaucoup l'endurance sur route et ça peut me servir dans des disciplines où il faut avoir aussi une grosse base aéro. Donc c'est vraiment des sports complémentaires et pour moi, oui, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est déjà un peu du sport croisé. Ouais. Dans ton coaching, on va dire au quotidien, au sein des équipes pro, même avec les jeunes, tu vois cette évolution vraiment au plus proche ou alors c'est quelque chose qui est vraiment encore très limité, tu vois? Est-ce qu'on a ciblé le sujet et c'est un vrai fait, c'est une vraie actualité? Ou c'est vraiment que quelques athlètes encore qui s'intéressent au gravel, au cyclocross, etc. Non, maintenant, c'est vraiment au cœur du projet sportif. Moi, je sais que, par exemple, quand je fais mon entretien de début de saison avec un nouvel athlète, je lui demande quel sport t'aimes en dehors du vélo sur route. S'il me dit VTT, cyclocross, natation, plein de sports comme ça, je le note et je me dis, tiens, ça peut être bien à l'intégrer à l'entraînement. Et je pense qu'il y en a beaucoup maintenant, beaucoup d'entraîneurs qui arrivent à l'intégrer et qui y voient des intérêts pour leur athlète. Donc, on le voit de plus en plus quand même. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, une fraîcheur mentale. Tu as utilisé plusieurs fois ce terme-là. Je pense que le gravel, on pourra revenir sur cette pratique, mais en fait grandement partie. Il y a vraiment cette notion de partir des routes, de ne plus avoir les automobilistes pour diverses raisons qui peuvent créer un stress aussi mental. Est-ce qu'il y a des points et des ajustements, des petits points négatifs aussi à aller chercher dans ces pratiques, dans le sens où, tu vois, je me demande... Toi, de ton prisme de coach, c'est assez facile, entre guillemets, de mesurer une charge d'entraînement sur route. Est-ce que là, tu as les mêmes outils et c'est aussi simple pour toi de mesurer des charges d'entraînement de sports variés comme ça? Ça va être un peu plus complexe. Alors, on arrive quand même à avoir des capteurs de puissance, des FC, tout ça, on a sur toutes les pratiques. Ça va plus être que c'est des sports tellement intermittents que l'impact est parfois un peu sous-estimé, moi je trouve. Et pareil, c'est des sports où parfois il va y avoir des phases arrêtées, où on va repartir. Donc c'est quand même parfois, 1 heure, on pourrait se dire 1 heure à fond, si je prends l'AFC, c'est assez facile à quantifier. Mais en fait, quand le capteur de puissance arrive en cyclocross, on se rend compte que c'est tellement intermittent que l'AFC n'est pas du tout représentatif du type d'effort qu'est le cyclocross, par exemple. Donc c'est vraiment un ensemble assez complexe à comprendre, à quantifier aussi également. Mais là, de plus en plus, il y en a qui arrivent à avoir ces petits capteurs de puissance aussi en cyclocross. Donc ça nous permet au moins d'avoir une idée, parfois un peu plus juste maintenant. Ouais. Quand tu intègres du gravel, du VTT dans la planification d'un athlète, tu vois, c'est aussi pour faire toujours ce parallèle avec les amateurs. Est-ce que tu le considères comme une séance classique? Est-ce que c'est une charge différente si par exemple tu arrives à mesurer, comme tu disais, ces watts et cette FC à l'entraînement pur d'une séance gravel, ou tu considères que c'est une autre pratique et du coup une autre charge? Non, là je le considère dans ma quantification comme une charge vélo si c'est un cyclocross. Et donc je l'inclus directement dans mon calcul de charge d'entraînement. Parce que c'est vrai que c'est à prendre en compte, faut pas du tout le négliger, faut pas se dire c'est 1 heure de cyclocross, du coup je sais pas trop le quantifier parce qu'il avait pas mis de capteur de puissance ou il avait pas mis sa FC, donc je la compte pas, ça serait quand même une erreur, c'est très intense. Donc il faut la quantifier, essayer de la quantifier au plus juste. Peut-être qu'à l'heure actuelle, elle est peut-être encore sous-estimée ou parfois surestimée, je sais pas, faudrait vraiment... On a peu de recul finalement sur le cyclocross, d'avoir vraiment un capteur de puissance sur toute la durée d'un cyclocross, est-ce qu'il est bien calibré, etc. Donc c'est une pratique qui demande encore à se faire connaître sur ce point de vue-là, en tout cas sur le point de vue scientifique. Mais c'est très intéressant en tout cas de partager ça et de le quantifier, c'est primordial quand même.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et du coup, j'ai envie de te challenger sur une question, de se dire, finalement, tu me dis que quand tu reçois un athlète en entretien, tu lui demandes ce qu'il aime comme pratique. Et du coup, tu viens adapter un petit peu la saison en fonction de ça. Est-ce que dans une logique de performance pure, on n'aurait pas intérêt à maximiser justement et à multiplier le nombre de pratiques? Est-ce que aujourd'hui, pour être le plus performant, il faut pratiquer que du cyclisme sur route? Est-ce qu'il faut être multipratiquant? C'est quoi un petit peu ton regard et ta vision sur ce sujet-là? Pour moi, il faut être multipratiquant et on le voit quand même assez bien qu'il y a beaucoup maintenant de très bons sportifs, les meilleurs sportifs au monde qu'on a déjà cités, font en parallèle d'autres sports, un peu de course à pied l'hiver, vont faire un peu de natation, du vélo, du gravel, vélo-route, pardon. Et donc, on le voit et pour moi, c'est vraiment important. Comme on l'a dit déjà, de par l'aspect mental, changer un peu d'activité, bosser des éléments qu'on aurait identifiés intéressants à travailler, ça peut le faire avec d'autres disciplines. Et donc, c'est pour ça que de les inclure, ça prend tout son sens quand on estime qu'il y a un travail à faire sur le premier seuil. On sait que quand on part faire un footing, on est assez naturellement sur cette valeur-là, sur ce seuil-là. Donc, on peut se dire, tiens, sur le plan cardio, ça fait bien bosser. Donc, on va aller faire un peu ça. Puis après, on revient sur le vélo. Et jumeler comme ça les deux, je pense que c'est vraiment une très bonne solution pour, en tout cas, travailler et progresser. Ouais. De ton prisme à toi, quelqu'un comme Tom Pidcock, c'est un des meilleurs descendeurs, je pense, au monde. Il y a des images qui sont exceptionnelles quand tu vois que même les motos ont du mal à le suivre dans certaines descentes de col. Est-ce que tu penses qu'il a cette capacité à être très très fort en descente, ou alors c'est justement cette partie technique qu'il a accumulée avec ses différentes pratiques qui fait qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui est indétrônable presque que dans les descentes? Ah oui, c'est quelque chose qu'il a travaillé depuis tout petit. On se rappelle de sa super descente au Galibier, notamment sur un Tour de France qui d'ailleurs arrivait à l'Alpe d'Huez et qu'il avait remporté. Et il avait comblé un écart de plus d'1 minute dans la descente. C'était phénoménal. Et ça, c'est tous les repères qu'il a pris étant jeune avec le travail en VTT, le travail en cyclocross, la notion de trajectoire, le fait que du coup, mentalement, il était très serein, il savait que ça passait vite, il savait positionner son corps, son regard. C'est plein d'éléments qu'on travaille dans ces disciplines-là. Et en sécurité en plus, parce que voilà, quand on est en course, le circuit il est fermé, on ne peut pas travailler les descentes comme il l'a fait dans le Galibier sur route ouverte, c'est pas possible. Donc c'est vraiment une bonne alternative pour travailler cette notion-là. En plus, après, je sais qu'il est un peu adepte de sport automobile, de motocross et tout ça, donc il continue de travailler un peu cette notion-là. Mais déjà sur le vélo, c'est vraiment un bon élément à se dire, tiens, je vais me mettre un peu au cyclocross pour travailler cet aspect technique, trajectoire, qui me fait un peu défaut peut-être en cyclisme sur route. Les amateurs pourraient se questionner sur cette notion de transfert, tu vois. C'est pas les mêmes vélos, c'est pas les mêmes roues, c'est pas les mêmes pneus. Tu vois, on parle de descendre le Galibier à plus de 100 km/h avec une épaisseur de pneus, je sais pas, il était peut-être en 28 mm ou 30 mm, mais c'est à une vitesse affolante. Tu dis, est-ce que voilà, ce transfert-là se fait et le corps comprend qu'on switch d'un vélo à un autre, les capacités resteront les mêmes? C'est sûr qu'il y aura un travail quand même de transfert. C'est vrai que c'est une très bonne remarque de toute façon que quand on est en cyclocross, on ne prend pas les virages à 100 km/h, on ne prend pas les dévers à 100 km/h. Pour autant, on travaille déjà un peu cette position sur le vélo, apprendre à jouer avec son point d'équilibre, la notion de trajectoire pour ouvrir un virage, quand freiner, prendre le virage. Ça, c'est des notions qui sont tout à fait transposables sur route et qui, avec un peu d'entraînement, même sur route ouverte, si on reste bien en sécurité sur le côté droit de la route, voilà, on arrive à retrouver ces notions-là. Tiens, je vais freiner un peu plus tard. C'est des notions, je pense que si on travaille régulièrement en cyclocross, en VTT, et après sur route, on les transpose plus facilement que si on travaillait que sur route. Ce serait plus dur pour moi à travailler certains points comme ça. Parce que c'est vrai que quand on roule avec des professionnels, on se rend compte de la technicité. On avait un athlète qu'on avait reçu qui nous disait que finalement, il faisait qu'un avec son vélo. C'est comme si nous, on marchait dans la rue. Lui, finalement, il était sur son vélo et il pouvait faire exactement la même chose. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Et du coup, je me dis à quel point, tu vois, maintenant, j'ai envie vraiment d'aller chercher l'aspect analyse et challenge sur l'aspect amateur, tu vois. À quel point un amateur peut intégrer ça dans sa pratique, tu vois, le cyclocross, le gravel, de par le fait qu'il n'a pas la même technicité non plus de base, tu vois. Est-ce que le risque, il est plus, ou alors c'est pas les mêmes épreuves? C'est quoi ton prisme, toi, pour un amateur? Si vraiment j'estime, en discutant avec l'athlète, que l'amateur a un vrai frein niveau technique, par exemple, qui trouve qu'il perd vraiment beaucoup de temps dans la descente, ça serait intéressant de dire, écoute, on va essayer de trouver un matos peut-être pas trop cher pour que tu ailles bosser en gravel et en cyclocross.
et essaye, vois ce que tu ressens. Et puis en fait, il va peut-être vite se prêter au jeu en disant effectivement, je vois les autres, ils penchent beaucoup plus leur corps et ça passe, je vais essayer. Et je pense qu'il va prendre comme ça des nouveaux repères. Et peut-être que sur route, ça débloquera quelque chose. Alors je dis pas que c'est révolutionnaire, on va peut-être pas passer d'un mauvais descendeur à Tom Pidcock, mais parfois ça peut aider à trouver des solutions, ça peut aider le corps à aussi s'adapter, et ça peut du coup aider à peut-être mieux descendre. Donc il y a vraiment cet aspect technique pour l'amateur où on se rend compte que voilà, finalement il y a les mêmes parallèles qui se font entre l'amateur et le professionnel. Et désormais c'est aussi la question, tu vois, on a fait des épisodes ensemble sur comment préparer une étape du Tour. Est-ce que ça peut avoir du sens d'intégrer cette préparation en intégrant du cyclocross pour préparer une telle étape avec du dénivelé, une étape qui se veut longue, qui se veut endurante? Ça, c'est des choses qui te semblent importantes? Sur la partie purement technique, si on estime que oui, on descend pas très bien, ça pourrait avoir du sens. Bon, là, il faudrait vraiment s'y prendre en amont de l'étape et pas se décider 3 semaines avant. Mais ça pourrait être un travail, oui, intéressant de se dire, tiens, je vais faire 2-3 cyclocross, 4-5, pour essayer de bosser un peu ma technique. Et après, le seul paramètre, c'est vrai, qui est très important et là, qui est plus limitant en cyclocross, et tu l'as souligné, c'est l'aspect vitesse. Prendre des virages en cyclocross et prendre des virages à 80 km/h, c'est pas pareil. Donc, il faudra forcément passer par un passage sur route. Et là, si on a des lacunes, aller se rassurer justement en repérant des descentes de col, en se disant voilà, je vais monter mon col et je vais m'appliquer dans les descentes à faire de belles trajectoires, des beaux freinages, et en mettant un accent spécifique sur la descente et pas juste prendre la descente en mode roue libre et puis je regarde le paysage, mais en la prenant comme un entraînement. On se disait sur cette descente-là, je vais m'impliquer, en restant en sécurité bien sûr, mais je vais m'impliquer sur mon freinage, etc. pour travailler et m'améliorer. On comprend bien que toi, dans ta planification, d'un point de vue professionnel, c'est des temps précis, on va dire. Tu nous le disais tout à l'heure, quelqu'un comme Mathieu Van Der Poel, ça va être mi-décembre, qui va retourner en cyclocross, etc. Pour l'amateur qui a envie de se faire plaisir tout au long de l'année, est-ce qu'il y a cette notion aussi cyclique à avoir dans de telle période à telle période, il faut faire plutôt cette pratique, telle période, ensuite l'autre? C'est quoi un petit peu ta notion là-dessus? C'est surtout que le cyclocross, les compétitions, il n'y en a pas en dehors de septembre, février. Donc s'il veut faire une course de cyclocross en avril, il n'en trouvera pas. Donc c'est ça qui le limite un peu. Mais après, il peut par contre pratiquer le cyclocross à l'entraînement et se trouver un circuit, se tracer un circuit dans un sous-bois et travailler. Ça, il n'y aurait pas de souci. Donc ça, il pourrait le faire régulièrement. On a évoqué tout à l'heure une sortie récupération en gravel. Ça peut très bien être une thématique, voilà, une sortie récup. Je prends un vélo de cyclocross. Je force pas trop parce que c'est récup, mais je me fais 2-3 dévers, 2-3 virages. Pour travailler un peu ma notion de trajectoire, puis mentalement comme ça me fait pas faire qu'une heure et demie sur route, je vois autre chose. Puis la fois d'après, le lundi d'après, je fais peut-être un peu de gravel, où là je suis plus sur des chemins, mais je travaille aussi un petit peu d'autres choses. Ça peut complètement se mettre en place tout au long de l'année, ça. Il y a juste l'aspect compétition qui restera forcément plus limité parce que voilà, le calendrier est fait ainsi. Les séances d'intensité, comme on connaît, les PMA dont on a pu parler, on a fait de nombreux podcasts là-dessus avec nos experts sur tu vois, toutes ces séances un peu spécifiques. Est-ce que le transfert aussi du travail spécifique se fait en utilisant une autre pratique? Oui, parce qu'en fait, quand tu fais un 30 secondes à fond, que ce soit en cyclocross ou sur route, tu es à fond et puis tu pousses le plus de watts possible. Donc, il y a quand même un transfert qui se fait sur le plan physio. Il se passe la hausse de l'AFC, etc. Donc, il y a un vrai transfert. Après, c'est plus, comme tu le disais, le vélo est peut-être pas tout à fait le même. Donc, il peut y avoir une petite différence de position. Mais en tout cas, d'un point de vue purement physio, tu vas pousser ton corps dans certains retranchements qui le feront progresser, que ça soit après pour la route ou le cyclocross ou le VTT. Je voulais faire un dernier point sur la logique justement de ces multidisciplines, multipratiques. Quand tu me dis, voilà, il faut faire attention aussi quand on est à faire de la course à pied, de la natation, c'est quoi un petit peu les aspects à surveiller sur ces pratiques-là? Est-ce que les risques ils sont encore plus grands, tu vois, de se dire ok, on va intégrer un bloc de course à pied plutôt que d'intégrer du cyclocross? C'est quoi les enjeux en allant travailler différents sports quand tu es cycliste? L'enjeu, ça doit toujours rester un peu cette double notion de progression et de plaisir. Donc, il faut garder ça en tête. Et après, il ne faut pas forcément trancher l'un ou l'autre. Mais si l'athlète préfère courir, garder la course à pied et toujours avoir cette notion de gain et risque. Alors, voilà, si c'est un athlète qui est de manière récurrente des problèmes au genou, on va peut-être lui dire t'aimes bien courir, mais bon, si c'est pour te blesser et bousiller un mois de préparation, ne cours pas. Va plutôt en natation si vraiment tu veux faire un autre sport. Et voilà, on part sur la natation à l'inverse.
tu as envie de faire du cyclocross, c'est pareil, il faut quand même avoir une grosse base aéro. Donc, j'ai pas envie que tu te retrouves à faire 5 séances de cyclocross par semaine si à côté, tu fais plus d'aéroroute. Donc, c'est vraiment ce bénéfice, qu'est-ce qu'on met en place, pourquoi, et donc après, dans quelle mesure on le met ou pas, quoi. Ouais, c'est un peu avec parcimonie au final. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il faut savoir, sauf si ton objectif c'est d'être champion du monde cross, dans ce cas-là, on fait le cross à fond. Mais si ton objectif c'est d'être plus performant sur route, on le calcule, on l'agence de manière à ce que ça te fasse progresser pour la route et pas qu'on fasse tout à moitié, quoi. Donc c'est vraiment savoir bien doser, ouais. Ça t'arrive de voir des athlètes, toi, de ton expérience, est-ce qu'il y a des athlètes qui intègrent de la course à pied ou de la natation tout au long de la saison ? Tout au long de la saison, c'est un peu plus rare. Mais alors l'hiver, c'est très fréquent d'avoir des athlètes qui se mettent à la course à pied et pas forcément en recherche de performance, mais encore une fois, pour se remettre en mode sport, beaucoup de petits footings. Après, on le voit, il y en a qui se prêtent au jeu à tenter des PR sur 10 km. Là, Mathieu parle peut-être même d'un Ironman ou d'un Half. On peut avoir, en après-carrière, beaucoup de sportifs qui se mettent à faire d'autres sports aussi. Ils ont tellement développé un moteur énorme qu'ils arrivent à être très performants sur d'autres disciplines. Donc on le voit un peu plus en hiver. En saison, c'est quand même un peu plus rare qu'un coureur continue aussi assidûment la course à pied ou la natation. Et après, je pense que c'est vraiment le plaisir de chacun. Toi, tu l'as vu, cette évolution, c'est quand même assez rapide. On en parle, mais c'est un sujet qui est quand même assez récent. Si tu dois te projeter sur les 5 prochaines années, 10 prochaines années, tu penses on aura quoi comme sujet, on va dire comme pratique vraiment pure et dure? C'est quoi ta vision de l'évolution de l'entraînement là-dessus? C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, il y a encore dans les années 2010-2015, on avait beaucoup de pistards qui arrivaient sur route. C'est l'époque où il y a eu Geraint Thomas, Bradley Wiggins, tout ça. Là, ils arrivaient tous de la piste, Filippo Ganna. J'ai l'impression que ça s'est un peu retombé, que maintenant on est sur la période cyclocross. Donc dans 10 ou 15 ans, j'aurais du mal à dire quelle discipline va peut-être prendre le devant. Est-ce qu'il y en a une nouvelle qui va émerger? Ça va rester à voir du coup, mais en tout cas... ça sera toujours aussi passionnant parce que ça sera toujours du vélo. Ouais, c'est vrai parce que tu vois, on voit le gravel qui est vraiment en train de mon prisme, en train d'exploser. On avait un échange avec Romain Bardet justement qui, lui, après carrière, se dit voilà, j'ai envie de faire du gravel. Il dit qu'il adore aussi ce côté, on va dire, très, très ouvert dans le sens où les pros prennent le départ avec les amateurs. Il y a vraiment une ambiance beaucoup plus familiale. Mais lui, il disait, voilà, il espérait que ça reste comme ça. De mon prisme, j'ai quand même l'impression que, tu vois, de plus en plus, maintenant, il y a les équipes qui sont en train de se structurer. J'ai l'impression que la professionnalisation va aller sur ce sport-là. C'est quoi ton avis un petit peu, toi, sur ce sujet et l'évolution, par exemple, du gravel ? Ouais, je rejoins Romain. C'est vrai qu'au tout début que ça a commencé, c'était vraiment l'ambiance très familiale, presque un peu rando, mais rando cadrée et un peu sportive. Et que maintenant, ça prend la tendance d'être quand même très compète. Donc, ils essayent de garder quand même leur image et leur identité, mais ça devient de plus en plus compète. On avait aussi eu, on n'en a pas parlé, mais il y a quelques années, du e-cycling aussi sur Home Trainer, qui était une discipline aussi un peu particulière, mais qui a vu émerger de bons coureurs aussi, qui ont après intégré des équipes professionnelles. Donc, c'est vrai qu'on arrive à trouver comme ça des disciplines qui sortent à un moment donné, et le gravel en fait partie. Je pense que ça peut être une bonne opportunité comme porte ouverte au vélo. Comme je disais tout à l'heure, le gars qui se dit tiens, moi pour aller à mon travail en fait il faut que je prenne des chemins, donc il se met au gravel, puis en fait il se découvre un amour pour le vélo, puis il se dit qu'il en fait de plus en plus, peut-être qu'après il va prendre de compétition, faire en parallèle du gravel un peu plus de route pour rejoindre des copains, et c'est peut-être comme ça que ça peut créer de nouvelles vocations et de nouveaux champions, quoi. C'est sûr que si on fait un parallèle avec les sports d'endurance, je ressens vraiment que ces pratiques, c'est très similaire à la pratique du trail et qui évolue quand même très très vite. On le voit maintenant avec l'UTMB, c'est vraiment un événement qui est devenu phare dans le calendrier, qui est devenu le rendez-vous des athlètes, des marques, des médias. Donc j'ai le sentiment que malgré tout, le gravel tend vers ça, même si potentiellement, c'est pas l'ambition que le cyclisme sur route peut avoir, etc. Mais il y a quand même cette mouvance qui est en train d'effectuer de par tous les aspects que tu disais aussi, avec l'aspect technique, l'aspect physique. Est-ce que tu penses que toi, les jeunes, ils le voient déjà, cet aspect-là? Est-ce que, tu vois, on va dire les 23 ans, il y a déjà une différence, tu ressens, avec ceux qui ont 15-16 ans? Oui, non, mais en fait, oui, c'est vrai que tu as entièrement raison. C'est qu'on voit l'aspect compétition qui est vraiment en train d'émerger en gravel. Donc, je pense que les jeunes coureurs qui vont arriver en gravel n'auront pas connu peut-être cet aspect un peu festif rando et seront déjà portés sur la compétition. Et en plus,
les résultats qu'on voit apparaître, c'est des résultats où on voit des gars déjà très compètes, des pros qui viennent faire les championnats du monde. Donc ça donne l'aspect, ça donne la vision d'une discipline qui est déjà très portée sur la compétition. Mais j'espère que ça garde quand même cette ambiance sur alors peut-être pas sur les championnats du monde, mais sur d'autres courses gravel, d'être un peu plus de gravel, voilà, j'ai envie de dire, pas randonnée, c'est pas du tout péjoratif, mais plus être porté sur la notion de plaisir et de partage que purement résultats sportifs et compétition. Ouais, clairement, mais je pense que ça rejoint aussi certaines cyclosportives, oui. Où il y en a vraiment qui sont dédiés à la performance, avec cet aspect classement, chrono, etc. Et d'autres qui sont beaucoup plus reliés à la partie plaisir, comme tu le dis, loisir, même si c'est pas péjoratif du tout. Donc je te rejoins totalement. Et ce que je te propose pour finir cet épisode, est-ce que tu es prêt pour passer à la rubrique vrai du faux? Allez, prêt. Allez, c'est parti. Pour commencer, vrai ou faux, le cyclocross et le VTT, c'est juste pour travailler la technique. Donc ça, c'est faux. On l'a dit, ça travaille beaucoup plus de choses que juste la technique. C'est un travail très complet, physique, technique, mental. Il y a vraiment beaucoup d'aspects qui rentrent en compte et qui rentrent en jeu dans la pratique de ces disciplines. On va voir le parallèle justement entre toutes les pratiques. Vrai ou faux, les coureurs qui viennent du cross sont trop explosifs pour briller sur la route. Non, c'est faux aussi, on le voit, ils ne sont pas trop explosifs. Ils sont par contre très forts sur cette filière-là. On le voit, les crossmen sont d'excellents punchers. On peut reprendre même Alaphilippe. Julien, il vient du cyclocross aussi, donc il a fait en termes de punch, en termes de français, c'est le premier nom qui nous vient. Romain Grégoire pour la Groupama a fait aussi du cyclocross. Donc en fait, c'est une filière qui bosse tellement jeune, qui se retrouve à être expert dans cette filière-là, souvent après chez les pros. Ouais. Justement, le lien avec l'âge, j'ai envie de te poser ce troisième vrai ou faux. Van der Poel aurait été aussi fort sans passer par le cyclocross. Ça, du coup, je pense que c'est faux, parce que comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, en fait, il a commencé le cyclocross très tôt, avec une adversité très forte, avec notamment Wout van Aert, et je pense que ça l'a vraiment tiré vers le haut. Ça l'a fait bosser, aller à l'extrême. Il a été souvent dans ses retranchements pour essayer d'aller gagner des crosses, et donc ça l'a tellement fait bosser à des âges importants que maintenant, il en tire des bénéfices. Justement, on va rester sur cette notion d'âge, vrai ou faux. Tous les jeunes coureurs devraient passer par ces disciplines avant la route. Ça, du coup, je dirais vrai. Je pense que ça aurait un intérêt majeur pour eux, sur le plan déjà du plaisir, de la découverte, et aussi après, sur le plan performance, ils pourraient y travailler des choses qui leur seraient bénéfiques pour plus tard. Donc, moi, je serais pour pratiquer un maximum de disciplines quand on est jeune. Et pour finir, Jimmy, vrai ou faux, le cyclocross fatigue trop pour servir de vraie préparation? Un peu vrai, dans le sens où si on fait que du cross, vraiment focus cross tout l'hiver de septembre à février, il y a peu de chances de faire une très bonne saison de route, parce qu'on manquerait un peu de travail sur la filière aéro. Par contre, se servir intelligemment du cross pour préparer la route, ça pour moi, ça serait une vraie solution. Mais attention, c'est quand même très intense, ça fatigue pas mal. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, avec parcimonie, bien calé, bien programmé, c'est un excellent moyen de performer sur route. On voit que le sport évolue. Tu nous as apporté beaucoup de notions sur ça, de comprendre un petit peu les enjeux techniques, tactiques, physiques aussi, qui se cachent un petit peu derrière pas cette nouvelle mode, mais cette nouvelle vision aussi qu'on peut avoir du cyclisme. Je te remercie pour ce partage et j'ai envie déjà de te donner rendez-vous dans 5 ans pour voir un petit peu comment le cyclisme évolue. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Dans la tête d'un cycliste. Un grand merci aux équipes de Sunday Night Media qui nous permettent de réaliser ce podcast dans des super conditions. Et pour finir, Jimmy, un grand merci à toi pour tout le partage et pour toutes les informations dans ce podcast. Merci à tout le monde. Je prends rendez-vous pour dans 5 ans, mais j'espère qu'on se reverra bien sûr avant. Avec grand plaisir. Merci à toi et à très vite. Ciao.